Bonjour à tous, bienvenue. Voici le deuxième numéro des lives du Social Hub. Nous sommes ici en direct au siège donc, de Sonatel. Le Social Hub, c'est la room digitale, l'endroit où est géré les plateformes social médias de Sonatel. Donc, pour le deuxième numéro de cette émission, les lives du Social Hub, nous allons parler de l'écosystème des startups du Sénégal. Pour en parler, j'ai avec moi Basile. Bonjour Basile. Bonjour Muntaga. Je vais te laisser nous présenter les invités. Merci Muntaga, merci aux internautes qui nous suivent actuellement en live sur Live Social Hub. Je crois, et je vous le dis encore, que pour suivre cette émission, il faut simplement mettre le stack Live Social Hub sur Facebook ou sur Twitter pour nous rejoindre. Alors nous avons un très grand plateau. Hein. C'est vrai que c'est un petit plateau, mais on a de grandes personnalités sur ce plateau. Nous avons ici Madame Ndir Rokhaya, qui est chargée donc des relations avec l'écosystème numérique chez Sonatel. Bonjour Madame Ndir. Alors à côté, il y a Oumar Diallo, qu'on ne présente plus, qui représente ici la communauté Sen Startup. Donc il y aura beaucoup de questions par rapport aux startups, parce que l'idée aujourd'hui de l'émission, c'est de parler en fait de l'écosystème des startups. À côté de vous, on a Monsieur Ousmane Chongan, qu'on ne présente plus également, très actif dans le milieu et qui est le conseiller spécial du président de la République et qui est vraiment un juriste expert dans le domaine. À côté, Mapenda Diop, qui ne sort pas souvent dans les émissions, qui est donc le fondateur de Expat Dakar et en quelque sorte le leader dans le domaine de, je vais mettre entre parenthèses, e-commerce au Sénégal. Bonjour à vous. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Muntaga, puisqu'on parle de l'écosystème des startups, je vous laisse poser la première question et après moi je reviens pour d'autres questions. Alors, merci Basile. Je rappelle à ceux qui nous suivent, nous sommes sur le Twitter et Periscope de Sonatel, @groupe Sonatel, ou bien sur la page Facebook de Digital 24, Digital 24 TV. Et ceux qui nous suivent en différé, nous sommes également sur la chaîne YouTube et sur le site digital24.tv. La première question, Basile, on parle de l'écosystème. Je vais la poser à Mapenda Diop, qui a créé une start-up il y a quelques années, Expat Dakar, qui a aujourd'hui rejoint un grand groupe, Ringier. Je voudrais lui poser la question, la définition d'une start-up. C'est quoi, Mapenda, une start-up? Merci, bonjour à tous. Je pense que la question est de taille parce que derrière ce mot start-up, on peut mettre beaucoup de choses. Mais pour ma part, je dirais qu'une start-up, avant tout, c'est une entreprise. C'est par essence une entreprise. C'est une entreprise, c'est-à-dire que quand on crée une start-up, on crée une entreprise. Donc, il faut un porteur de projet, un chef d'entreprise qui va mener et gérer cette start-up. Donc, qui dit gestion d'une entreprise, dit également création de richesse, création de valeur. Donc, l'objectif d'une start-up, c'est ça, c'est de créer de la richesse et cette création de valeur. Création de valeur, création des richesses, ce qui nous pousse à poser l'autre question à Madame Ndir, qui est chargée des relations avec l'écosystème chez Sonatel. Avant de démarrer, c'est vrai qu'on ne présente plus la Sonatel, mais non, l'écosystème des startups, Madame Ndir, qu'est-ce que la Sonatel est en train de faire dans ce sens-là et les problématiques surtout du milieu des startups? Merci beaucoup, Basile. Donc, effectivement, Sonatel, dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, s'est très tôt engagé pour justement accompagner et aider à la montée en compétences des startups. Et ça passe par un ensemble d'activités qui sont aujourd'hui organisées en interne et avec des partenaires. Notamment, l'idée d'abord, c'est d'identifier les bonnes startups. C'est-à-dire les startups qui aujourd'hui ont des projets innovants, des projets vraiment sur lesquels, avec un accompagnement, ils peuvent se développer vite. Et ça, je pense, c'est un élément important pour une start-up. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de prix. Donc, par exemple, le prix Orange de l'entrepreneur social. Nous avons un prix qui est dédié à l'entrepreneuriat numérique féminin, qui est le Linguère Digital Challenge. Et une fois aujourd'hui qu'on a identifié des startups, comme on dit, vraiment prometteuses, il y a un programme d'accompagnement qui est mis en place par un de nos partenaires, qui est ici d'ailleurs, qui est Kinaya, qui pourra nous en dire plus, pour justement accompagner ces startups et les aider à avoir les compétences qui leur sont nécessaires.
Alors, on se limite là pour le moment. Quand on parle d'accompagnement de start-up, d'entreprise, Omar, vous gardez le micro parce que la question vous est adressée. Omar, vous êtes dans le milieu des start-up, donc vous êtes dans le groupe Sen Start-up. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, pas forcément d'accord, mais est-ce que vous êtes dans le sens dans le même dans le même tempo que Madame dit sur l'accompagnement des startups, et quelles sont souvent les difficultés rencontrées dans ce cadre-là? Écoutez, moi je vais aborder la question sous un autre angle en fait. Aujourd'hui, Sonatel ou les autres telcos, on va dire que les startups ne peuvent pas évoluer sans ces structures-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est basé sur leur support ou bien leurs produits. Nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui un produit fini sans pour autant faire recours à ce que la Sonatel ou l'un de ses concurrents propose. Donc nous sommes obligés aujourd'hui d'aller ensemble. Et comment? Moi je pense que ce qu'il faut le plus voir aujourd'hui, c'est comment améliorer ceci et ne pas tout simplement se limiter aux startups qui viennent pour participer à un concours. Parce que quand on parle d'identification de start-up, subitement, beaucoup de structures avec lesquelles nous travaillons pensent à organiser un concours où des start-up vont pitcher. Et quand on parle de concours, forcément, il y a un choix. Et quand on fait un choix, forcément, il y a des critères subjectifs qui entrent en jeu. Ce n'est pas toujours objectif. Et vous allez toujours voir une start-up à côté qui va dire que moi, j'ai mérité plus que l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, donc on peut dire que on en a assez des concours pour les startups parce qu'on le voit souvent? On ne peut jamais dire qu'on en a assez des concours parce que des entreprises des marques comme Orange aujourd'hui, ce qu'elles font, elles permettent de mettre des startups qui n'étaient pas connues quand même. Elles permettent de vulgariser les produits de ces startups. Nous sommes d'accord. Mais j'ai dit, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, vous pouvez faire mieux. Parce que toutes les startups aujourd'hui n'ont pas un besoin de 10 millions ou bien un besoin de 5 millions. Parmi les startups que nous manageons, vous allez voir une startup qui n'a besoin que d'1,5 million. Alors cette startup-là, vous n'avez pas la possibilité de l'identifier. Moi, je pense que voilà pourquoi, en fait, un comité comme le nôtre aujourd'hui, parce que je ne vais pas l'appeler association, je vais l'appeler un comité comme le nôtre aujourd'hui, peut travailler main dans la main avec des structures de l'État, ce que nous sommes en train de faire avec l'ADER, ou bien des structures comme la Sonatel, et aujourd'hui sortir un peu des chantiers battus, ne pas toujours se focaliser sur les concours, vous voyez, aller au-delà même, voir en fait des entrepreneurs qui sont là, qui sont bien constitués, les orienter et aider ces entreprises. En fait, c'est une autre manière d'incuber ces entreprises-là. Mais ce n'est pas tout le temps le fait de les réunir quelque part, de les écouter pitcher pendant 10 minutes et de faire un choix et de donner 10 millions. Certes, c'est bon. Je suis d'accord que c'est bon, vous avez ouvert beaucoup de portes. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a plus à faire. Il faut passer à l'étape suivante de l'incubation. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quoi qu'on dise, la Sonatel est l'un des partenaires qui participe le plus. Excusez-moi si je monopolise un peu la parole. On n'a pas tout le temps l'occasion aujourd'hui, en fait, de vous faire savoir ceci, mais aujourd'hui, je me présente comme une caisse de résonance, comme une croix de transmission, et je vous dis, en fait, ce que l'on pense. C'est bien ce que vous faites, mais vous pouvez faire mieux en allant trouver nos petits frères, en fait, qui n'ont pas la possibilité de pitcher devant vous. Et ceci serait une très bonne chose qui va compléter toutes les bonnes actions que vous êtes en train de faire. On voit que Omar, le débat prend forme. Je viendrai avec toi sur l'association même Sen Startup, qu'est-ce qui a motivé la création de cette structure. Mais je voudrais rebondir sur M. Chongan de la présidence, conseil spécial du président de la République, et en charge donc du pôle digital de la présidence. On voit que la présidence, à travers donc ce pôle digital, fait des actions pour communiquer à travers les activités du président, à travers les activités de l'État. Mais en ce qui concerne les startups, les jeunes entreprises qui évoluent dans ce secteur, qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour les accompagner? Merci pour cette question.
Effectivement, la présidence de la République essaye de communiquer, d'informer au maximum les populations, mais également ceux qui sont dans l'écosystème, pour pouvoir non seulement partager avec eux un certain nombre d'initiatives, de projets d'ordre gouvernemental, mais également essayer quand même de les appuyer, de les accompagner dans leur croissance. Ce que nous faisons effectivement au niveau de la présidence de la République, je pense que c'est cela d'abord, mais au-delà de la présidence, c'est le gouvernement, c'est l'État qui essaye tout simplement de se retrouver par rapport à cette forme de révolution dans ce nouveau monde où les choses aillent très vite. Vous savez, un État, c'est à la fois des règles, un canevas assez solide, mais qui ne bouge pas comme ça d'un seul coup. Mais quand même, on essaye de se mouvoir pour ne pas rester sur le quai de la gare. En réalité, nous avons essayé de faire bouger un peu, de secouer le cocotier, comme on dit, avec la première édition du Forum du numérique, qui a été salué par tous les partenaires. Je pense également tous ceux qui sont dans l'écosystème aujourd'hui du numérique, qui a permis aujourd'hui de sensibiliser à la fois l'État, les startups, ceux qui s'intéressent, les activistes et autres qui sont dans les réseaux sociaux, mais également les partenaires techniques et financiers dans ce domaine-là. Et ce qui a permis également de mettre en place le premier fonds dans le domaine du numérique pour accompagner les startups. 1 milliard a été dégagé et logé au niveau de l'ADER. Heureusement, il l'a dit, cette collaboration a commencé avec les startups et ce milliard-là va servir exclusivement vraiment à ces jeunes pousses-là. Et au-delà de cela, je pense que sa préoccupation, qu'au-delà des concours, qu'on puisse prendre en considération les jeunes qui n'ont besoin que peut-être que de 500 000, de 1 million, de 2 millions. Et voilà, je me dis, c'est l'occasion rêvée parce que ce fonds est destiné à cela. Non pas pour financer des gens qui ont besoin de 10 millions, 15 millions, mais pour financer surtout ces jeunes. J'insiste sur ce point parce qu'on entend beaucoup de fonds et l'écosystème sénégalais a souvent des problèmes pour se développer, surtout les startups. Le fonds, quand on parle de fonds, il y a le fonds des redevances, comment on l'appelle encore, le RUTEL, pas le RUTEL, mais le fonds, le FD Sud par exemple. Il y a tellement de fonds qui existent dans ce... Moi, en fait, mon problème est que comment l'État peut vraiment booster les secteurs. Depuis le début, il y a beaucoup de promesses. Les startups naissent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. La question, elle est pertinente, mais au-delà de cette question d'ordre accompagnement financier, il y a un ensemble de dispositions que l'État doit pouvoir prendre pour véritablement réussir avec nos jeunes qui sont des ambassadeurs, surtout quand ils sortent pour participer à des concours à l'extérieur, des hackathons, dans des salons internationaux comme le dernier salon de Vivatech à Paris. Je pense que ce sont des ambassadeurs. L'État doit pouvoir les accompagner. Il y a plusieurs niveaux, j'en citerai peut-être 3. Le premier, c'est le financement. Le financement, presque toutes les startups vous disent souvent cela, hein, que nous avons des problèmes d'accompagnement financier, etc. Mais ce problème-là, je pense que ça va venir et que nous proposons au niveau de l'État même d'avoir un fonds commun dans lequel on peut avoir plusieurs choses. L'objectif de ce fonds serait peut-être à la fois la formation, parce qu'on le néglige souvent. Et à mon avis, la première contrainte des startups, ce n'est point l'accompagnement financier, c'est d'abord la formation. Avoir des startups viables, mûres, qui peuvent pitcher, faire une bonne communication, avoir une gestion comptable clean. C'est ça d'abord, je pense, le premier défi. Le deuxième défi, peut-être maintenant, l'accompagnement financier. Mais c'est surtout cette formation-là. Et cette formation qui s'intéresse non pas seulement aux startups, mais à ceux qui deviendront demain des startups. Je parle par exemple du codage qu'on doit essayer d'introduire au niveau de nos lycées, au niveau de nos collèges, pour que ces jeunes-là, déjà à cet âge, qu'ils aient cette passion. Vraiment cette passion qui est là, qui les permet rapidement de pouvoir faire un certain nombre de choses. Le deuxième niveau, c'est, à mon avis, une protection. Une protection parce qu'au-delà également de l'espoir que nous avons dans ce secteur qui peut faire participer l'Afrique au prochain rendez-vous, dans ce tourbillon futuriste, on a besoin d'avoir
un accompagnement, mais plus que cela, une protection de l'État de ces startups-là. Écoutez, moi j'étais tout récemment au salon Vivatech à Paris, et mon constat c'est que effectivement nous avons des champions. Ces champions-là, je les ai retrouvés, pour en citer que quelques-uns. Sunubus, je l'ai retrouvé dans le pavillon de la RATP. Aonlabs, je les ai retrouvés dans le pavillon de EDF. Ion de Orange, etc. Mais ça bouge. Mais ça, par contre, ça m'a fait peur également. À la fois, j'avais un sentiment mitigé, ambivalent, parce que c'était à la fois un plaisir de les retrouver dans ce grand rendez-vous du donner et du savoir numérique, mais également c'est une peur bleue que j'ai en me disant, mais tiens, ces jeunes qu'on a aujourd'hui et qui ont du savoir-faire à vendre, ces jeunes-là, qui ne sont pas bien formés, bien encadrés, qui sont même à la limite laissés à eux seuls par nos organismes, est-ce qu'on doit les laisser comme ça à la merci de multinationales qui les singes, qui risquent de les phagocyter? Et j'ai peur qu'on soit aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ère de la fuite des cerveaux numériques et du phagocytage. Voilà donc un deuxième niveau sur lequel on ne pense pas trop, on ne réfléchit pas trop, mais je pense que l'État, nous et les autres partenaires comme la Sonatel, nous devons ensemble réfléchir pour voir comment gérer cela. Je pense qu'il y a le micro qui est ouvert. Vous pouvez parler. Bon, je vais les laisser réagir, après je reviendrai. C'est important ce qu'il vient de dire, parce que c'est la crainte aujourd'hui de toute personne qui se soucie du devenir de cette nation. C'est d'avoir des jeunes qui sont des champions aujourd'hui, des champions reconnus. Alors, je prends mon exemple. Hein. Oui. En fait, pendant très longtemps, on a été les précurseurs dans le digital. D'accord? Mapenda, Mundaga, Basile. Vous voyez, aujourd'hui, on a des jeunes frères qui sont là. Au Canada, un peu partout dans le monde, c'est des jeunes en fait qui remportent des prix. Je vous donne l'exemple d'ADN qui a récemment remporté le prix du meilleur chatbot sur 1000 entreprises. Une grande entreprise. Oui, vous voyez. Donc, pour la première fois, on a l'occasion de ne pas être dépassé par l'Occident. On est au même pied. Parce que nous, on a fait un saut technologique. On n'est pas passé par le téléphone fixe, excusez-moi. D'accord. Donc, on a eu un taux de pénétration de 110% avec le mobile aujourd'hui. Pour la première fois, on a quelque chose que nous-mêmes nous avons créé et nous sommes les experts en la matière, les fintech. Tout ce qui parle aujourd'hui de fintech ou bien de data, en réalité, c'est nos données. D'accord. Nous, comment on utilise les données? Personne ne les utilise comme ça. Pour rebondir à ce que vous avez dit, pour nous aider réellement, ce n'est pas le financement qui vient en premier lieu. C'est le cadre réglementaire. Les gars, la Tunisie, en 2008, le vieux Ben Ali a créé ce qu'on appelle le Small Act Business. 10 ans après, son remplaçant a créé ce qu'on appelle la Startup Act. J'étais en Tunisie il y a de cela un mois. Où j'intervenais sur la fintech. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi aujourd'hui au Sénégal, avec tout ce que vous avez, aujourd'hui on peine à vous entendre dans les rendez-vous internationaux. Et je rebondis pour dire, j'étais avec un gars de l'ADN, j'ai dit, lui, il vient de remporter le chatbot international organisé par Facebook, il doit se rendre dans un mois là-bas. Et nous, on a des champions qui depuis plus de 10 ans parlent de digital. On a un jeune qui a créé, moi qui vous parle, j'ai acheté 11 voitures avec Xpat et vendu plus de 18 voitures avec Xpat et je ne payais pas. On a un jeune qui a mis en place une plateforme depuis plus de 5 ans et ça marche bien. Tout le monde arrive à faire ce qu'il veut au niveau de sa plateforme. Nous, ce que nous voulons, M. Tchongan, aujourd'hui, c'est un cadre réglementaire, un cadre juridique très solide, un small act business. On ne demande pas 30%, mais qu'on nous donne au moins 20% des marchés. Si vous faites ça, vous n'aurez aucune personne, aucune start-up qui va fuir, aller au Canada et rester là-bas, je vous l'assure. Moi qui vous parle, j'étais directeur pays de Wari, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai pu démissionner pour faire mes propres activités, tout simplement parce que j'ai foi en ce pays-là. Et aussi, autre chose, il y a des entreprises qu'on doit féliciter.
En fait, ça ne sert à rien aujourd'hui en fait, d'être un révolutionnaire 2.0 et de fustiger les entreprises qui vous donnent les moyens. Non, moi en fait, je suis comme ça. Je ne vais pas couper la parole, mais je pense que M. Diop, c'est l'exemple typique de ces genres d'entreprises à féliciter et qui peuvent comprendre en fait l'évolution de l'entreprise. Excusez-moi, en fait, nous quand on parle avec passion, mais il n'y a rien de... Mais le micro est ouvert, hein. Je pense que c'est pas la peine. Donc c'est passionnant. Juste, à propos de votre interpellation, Omar Diallo, on parle aujourd'hui des startups qui veulent, je dirais, émerger, qui veulent faire des levées de fonds, qui veulent collaborer avec de grands groupes. Je pense à Expat Dakar qui, après quelques années, a pu rejoindre le grand groupe Ringier Afrique, qui aujourd'hui, Ringier Sénégal, qui est dirigé par vous, Mapenda. Alors, une start-up, comment elle doit s'organiser pour atteindre ce niveau d'expertise, pour pouvoir avoir des levées de fonds, pour pouvoir se faire confiance et faire confiance à de grands groupes, pour pouvoir travailler avec eux, parce qu'on le sait, quand on est une petite entreprise avec très peu de moyens, on peut rester là pendant 5 ans, 10 ans, juste faire de petits bénéfices, je dirais, un petit chiffre d'affaires qui ne sert pas à grand-chose. Comment on fait justement, Mapenda, pour atteindre ce niveau d'expérience et de résultats? Merci. Le débat est très intéressant. D'abord, j'aimerais rebondir sur le fait que sur l'initiative déjà de la Sonatel, je pense que la Sonatel, c'est une bonne initiative aujourd'hui, essayer au moins d'innover et d'accompagner les entreprises, les startups sénégalaises. Je pense que c'est une bonne initiative. Mais je pense qu'aussi le modèle, tout est question de savoir de quoi on parle. On parle des startups. Une startup, pour moi, par essence, si je prends mon expérience, c'est avant tout, c'est le porteur de projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaie de théoriser la start-up au Sénégal, en Afrique, un peu partout. Alors que, par essence, encore une fois, moi, je ne perds pas le fil. Je ne perds pas le fil, c'est-à-dire qu'on parle de création d'entreprises et de création de richesses. Et donc de faire de l'argent. C'est de ça dont il s'agit. Donc, une start-up doit pouvoir être, bien sûr, dans un cadre qui est favorable. Mais à un moment donné, elle ne peut pas être éternellement aussi être dans ce cadre favorable. Parce que c'est un coup de pouce qui peut être au départ, qu'elle peut bénéficier, mais ce n'est pas le cadre normal environnemental d'une entreprise. Il faut se battre et pouvoir faire ses preuves. Il faut qu'encore une fois, ce que je dis, moi je rencontre beaucoup de jeunes porteurs de projets qui sont chefs d'entreprise, de surcroît, mais il faut que leur projet soit bancable. On parle de moi je parle, j'ai cette fibre anglo-saxonne, c'est-à-dire que de savoir, on parle de business, on ne parle pas d'autre chose. Donc, oui, mais ce débat-là, on l'a soulevé plusieurs fois dans l'écosystème, où les gens n'étaient pas d'accord sur le fait qu'un projet doit être forcément bancable. Si, c'est pour moi, c'est du business. Donc si c'est pas le cas, donc je ne sais pas de quoi on parle. Mais ça c'est... Oui, oui, on laisse continuer. Après, on vous donne la parole. Oui, mais raison de plus, parce que c'est ce que je... C'est ce que je fais. On le laisse continuer après. D'ailleurs, c'est à partir de cette initiative-là que je me mets dans ce cadre-là. Mais moi, si je prends mon expérience, c'est que c'est l'expérience classique d'un jeune Sénégalais qui a eu la chance de faire ses études à l'étranger, qui est rentré au Sénégal, qui a intégré un grand groupe ici, au Sénégal, et qui a très, très vite pris son destin en main. Comment? Juste en disant que j'allais créer une entreprise. Mais en 2008, quand j'ai créé ma boîte, personne, je pense que même mon entourage proche, n'y croyait pas. Parce qu'il me disait, je me rappelle très bien, me disait, mais non, il a un problème parce que comment il peut abandonner son emploi pour aller vers un job, un start-up. Oui, allez-y. Est-ce que le micro... C'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur quelle durée
il faut accompagner une start-up. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, à Sonatel, nous avons des start-up que nous accompagnons déjà depuis 2 ans, 3 ans, mais vous ne voyez pas forcément une évolution dans leur activité. Donc, à un moment, vous vous posez des questions pour savoir justement tous les financements que vous avez fournis, à quoi ils ont servi. Mais Solange, moi, je suis désolé. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre je dirais, c'est du mécénat qu'on fait à ces entreprises-là. On ne les aide pas. Ce n'est pas parce qu'on donne à une entreprise, une start-up, 5 millions, 2 millions et tout ça. Mais non, il faut voir l'essence même du projet. Est-ce que c'est quelque chose qui va survivre? Est-ce que le porteur de projet, c'est avant tout, c'est le porteur de projet. Le porteur de projet. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'investit pas sur le projet, mais on investit sur le porteur de projet. Mais ça, c'est réel. Si la personne n'est pas structurée et qu'a une vision sur le long terme par rapport à son projet, moi, je ne mettrai pas un centime dedans, dans son entreprise. Moi, je voulais juste donner un exemple pour rebondir dans ce qu'il dit. Vous savez, on a créé ici au Sénégal un fonds qui s'appelait le FNPJ, le Fonds national de promotion de la jeunesse. C'était tout simplement le fait de financer des projets, des activités génératrices de revenus. Ce fonds, il était doté au départ de 8 milliards. Et les financements ont été faits. Et en réalité, c'est vrai qu'il devait être un fonds revolving, où les jeunes devaient rembourser. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, que c'était des fonds perdus. Pourquoi? Parce qu'on a voulu coûte que coûte aider, faire la promotion des jeunes dans le domaine économique, tout simplement parce qu'on avait 100 000 jeunes qui viennent dans le marché du travail chaque année. Et Wade, dans sa politique, se disait qu'au-delà des recrutements qui étaient faibles, de 10%, il faudrait forcément qu'il y ait des activités génératrices de revenus pour ces jeunes-là. Mais à y voir de près également, d'où l'importance de ce que dit tout à l'heure Mapenda, c'est que si on ne regarde pas, on n'analyse pas finement les projets qui sont proposés, on risque de jeter l'argent par la fenêtre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Absolument, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Mais ce que je disais tout à l'heure revient. C'est au départ la formation, aussi bien dans le domaine de la comptabilité, d'avoir un projet bancable, d'avoir un projet mûri, etc., pour pouvoir les financer. Et je reviens également sur l'accompagnement financier, la fiscalité par exemple. Ça, c'est un gros débat. C'est un gros débat, mais c'est un gros débat. C'est un gros débat. Et comme les startups ont interpellé le gouvernement lors de ce fameux forum du numérique, je pense que le gouvernement y travaille aujourd'hui. Et à mon avis, ça, c'est pas vraiment forcément le conseil. Le directeur général des impôts et domaines a sorti une lettre qui était un peu compliquée pour nous, les startups. Alors, M. Tonga, je termine sur ça pour dire tout simplement qu'à mon avis, et je pense que forcément on ira vers cela, parce que le président Macky Sall est très sensible à cela. Il n'est pas très sensible tout simplement à la croissance des startups parce qu'il est le président à des fins que je ne sais quoi, mais c'est parce qu'en réalité aussi, il faut qu'on le reconnaisse, la mine par laquelle on peut étirer la croissance du Sénégal, c'est dans le domaine du numérique. Ça, le gouvernement est obligé, je dis, d'accompagner les startups parce que ça contribue à la croissance. Mais au-delà, c'est parce que tout simplement, tous les États aujourd'hui pensent qu'avec le numérique, on peut avoir un État développé, on peut régler des questions de pauvreté. D'accord. Madame Diop, vous avez quelque chose à ajouter avant? Oui, je voulais justement rebondir sur le propos de Mapenda. Au début, on était vraiment dans une dynamique de mécénat, comme tu dis, mais quand on s'est rendu compte que justement, ce n'était pas la bonne démarche, l'idée justement, c'était plus d'accompagner les startups, d'identifier les bonnes startups, qui avaient des projets vraiment dans lesquels on pouvait investir. Et ça passe par des structures qui aujourd'hui sont quand même, on va dire, qualifiées pour ça. Et ça m'amène justement à parler de Kinaya Lab, qui est aujourd'hui une structure d'accompagnement qui nous a vraiment permis d'identifier les bons profils. Parce que vous l'avez dit, il y a des profils de jeunes qui sont faits pour ça et d'autres qui malheureusement ont de très bonnes idées, mais qui concrètement n'arrivent pas à aboutir. Alors, Diallo, vous revenez un peu sur... Oui. Pas tellement développer la fiscalité. Oui, d'accord. D'accord. En fait, mais je voulais dire que cette question, nous avons essayé de la régler en interne avec le comité que nous avons mis en place. Aujourd'hui, on a des clusters.
d'accord, et on a des experts comptables, on a des chargés de projet, on a des gens en fait qui ont roulé leur boss un peu partout et qui ont de l'expérience, qui font du mentorat. En fait, c'est du tutorat que nous sommes en train de faire à des jeunes entreprises qui aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises qui font énormément de volume avec vous, mais nous nous sommes rendus compte que ces entreprises-là ont des lacunes en ce qui concerne tout ce qui est QIA, le QIA, c'est-à-dire Know Your Agent ou Know Your Customer, que vous demandez en mobile money. Aujourd'hui, nous prenons le temps, on a des activités, mais en fait, on se dit qu'il y a cet esprit de partage. Et l'auto-emploi devient aujourd'hui le salut de ce pays-là. Parce qu'on ne peut pas tout régler avec des emplois que l'on offre. Des structures comme la Sonatel et autres qui donnent du travail. Maintenant, nous, en fait, pour résumer, nous sommes clusterisés de telle sorte que ces gens-là qui n'ont pas une bonne conformité de tout ce qui est due diligence, on envoie quelqu'un comme moi ou bien quelqu'un comme Muntaga faire une immersion pendant 10 jours et former quelques gens là-bas. Vous êtes d'accord, M. Diop, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on parle de start-up, c'est la personne même qui gère qui a des soucis. Parce que souvent, dans les start-up, on voit le directeur général, il a en même temps le comptable, il a en même temps le gestionnaire de je ne sais pas quoi. Il y a un problème de gestion, de formation à votre niveau. Comment ça s'est passé? Effectivement. Comme je disais, c'est une question de porteur de projet. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, moi, je prends encore une fois mon expérience, c'est que je suis passé de stade de start-up où je suis passé maintenant, comme tu dis, à une société, une SA, une société anonyme avec des investisseurs. Mais au départ, j'étais seul. J'étais tout seul. Aujourd'hui, la boîte, on est 47. Donc, on a créé, comme tu dis aussi, nous créons des emplois. Direct. Aujourd'hui, nous sommes également affiliés et nous payons nos impôts de façon très convenablement. Et que, du fait de notre statut juridique, on est SA, on est au même titre que la Sonatel, qui est une SA aussi. Il n'y a pas de différenciation. Et c'est là où, par exemple, au niveau des cadres fiscaux, qu'il pourrait peut-être y avoir une distinction. C'est-à-dire que les impôts qu'on paye aujourd'hui, si on arrivait à avoir une exonération, on créerait davantage d'emplois. Donc ça aussi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans le tissu économique qui est pourvoyeur d'emplois de façon assez dynamique. Encore une fois, je pense que aussi, pour arriver au stade où je pense qu'aujourd'hui, un produit comme Expat Dakar est arrivé, ainsi de suite, et toutes les marques qu'on a créées, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices personnels. Également, comme je disais tout à l'heure par rapport à ta question, c'est qu'un porteur de projet, c'est à la fois un CEO, c'est un comptable, mais il faut être très structuré et se dire également qu'on ne gagne pas d'argent tout de suite. Ça aussi, c'est une question d'approche. C'est-à-dire qu'on crée de l'entreprise, mais ce n'est pas dans 2 ans, 3 ans qu'on va gagner de l'argent. Moi, à titre personnel, j'ai commencé à récolter un peu les fruits de mon entreprise au bout de 6 ans. 6 années. Donc, pendant 5 ans, je ne me suis pas versé de salaire. Je pense que c'est important pour les jeunes qui... Donc ça, c'est hyper important d'avoir cette approche-là. Et après aussi, d'avoir une orientation assez positive et de se dire qu'on va aller plus loin et plus rapidement. Moi, c'est la raison pour laquelle, très vite aussi, j'ai pu faire une levée avec plusieurs grands groupes. Mais encore une fois, ce n'était pas purement financier, ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que mon projet était tellement mûr et que tellement bancable que, au contraire, j'avais des investisseurs qui venaient vers moi. Donc, c'est différent. Donc, quand on a quelque chose qui tourne, c'est beaucoup plus facile de la marier que d'avoir quelque chose qui est plutôt à son début et qui ne fonctionne pas. Donc il faut mûrir son projet et le rendre vraiment viable dans un environnement qui est son environnement de tous les jours.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, que nous avons pu intégrer le groupe suisse Ringer, qui sont, en fait, on est partenaire du groupe Ringer, et que donc on a créé Ringer Sénégal ici, et que Expat Dakar évolue dans une joint venture qu'on a fait depuis l'année dernière avec SIC, également le groupe Tiger Global, qui sont des New-Yorkais. Et aujourd'hui, nous développons nos brands un peu partout en Afrique, dans 14 pays. Et voilà, nous faisons ça. Alors, il y a quelques questions posées par les internautes sur le périscope de Sonatel et sur le live de Digital 24. Il y a Noumbe Soumaré qui dit que c'est une contribution. Hein, les initiateurs de start-up ont-ils créé des cartes d'échange? C'est une question. Alors là, ça parle des incubateurs surtout, ou bien des organisations comme cette start-up. Il y a une autre question, peut-être pour Omar Diallo, qui dit: bonjour, concernant la lettre du directeur général des impôts, pouvez-vous préciser? Vous savez, 90% des start-up ne paient pas les impôts, qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, c'est vrai. Et c'est un manque à gagner pour l'État. Un énorme manque à gagner pour l'État. Alors, nous étions aujourd'hui sur le point de demander au président, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nous favoriser en créant des zones où ce sera tout simplement la possibilité pour la start-up d'évoluer pendant 1 an, 2 ans avant de commencer à payer les impôts. Moi, je crois que c'est mieux que de laisser cette start-up-là, oui, évoluer pendant 10 ans et ne pas payer d'impôts. Vous avez un pays qui est sur la voie de l'émergence. Hein? Attends, juste pour dire... 90% des startups qui ne payent pas d'impôts, donc c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont pas formelles. Oui, exactement. Je comprends pas très bien. Alors, Mapenda, oui, là, si je te le dis, c'est parce que ça existe, Mapenda. Alors, c'est des entreprises individuelles qui sont formelles, NINEA, registre de commerce, mais qui n'ont pas les moyens de payer les impôts, je vous le dis. Parce que aujourd'hui, le taux qu'on nous prend aujourd'hui nous serre la gorge, si tu veux. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand le directeur général des impôts dit que nous allons traquer, c'est traquer, hein, nous allons traquer ceux qui ne payent pas les impôts, nous allons les identifier. Ça n'encourage pas, parce que nous étions sur le point de proposer au gouvernement de voter une loi telle que la Startup Act ou bien le Small Act Business. En même temps, il y a de la data derrière et en même temps, le gouvernement identifie les personnes qui sont là, qui travaillent pour elles-mêmes, qui travaillent pour créer de la valeur, de la recherche. Mais Diallo, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'information aussi? Parce que quand on parle de fiscalité, il y a des règles qui ont été établies par l'État et qui peuvent soutenir les petites structures qui viennent de naître, par exemple. La CGU, moi je ne connaissais pas au début, mais lorsque je suis parti, j'ai demandé des informations, on m'a donné des réponses en disant avec la CGU, au moins l'entreprise ou bien la personne peut... Soit c'est une manière de nous aider, ils ont fermé les yeux, mais je te dis 90%. Non, ils ferment les yeux, mais je te dis... Moi je dis on est un peu dans un état hein, quand même. Il faut Diallo. De toute façon, comme vous venez de le dire publiquement, au vu aussi de tous ceux qui nous suivent, vous ne payez pas les impôts, donc les impôts vont venir vous voir. Bon, je le dis en passant, peut-être... de toute façon, nous sommes dans un État. Donc, une république, elle a des règles. On ne peut pas, dans une république, vouloir que les choses marchent sans pour autant que tout le monde suit vraiment le tracé qui a été fait. Donc, c'est pour dire tout simplement que on peut bel et bien accompagner les startups. Et c'est ce que l'État est en train de faire. On peut les accompagner. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet, l'FNPJ, mais on donnait presque 6 à 8 mois aux jeunes avant de commencer à rembourser. Donc, on vous finance aujourd'hui, on vous laisse 6, 8 mois. On peut donner 1 an, on peut donner 2 ans. Tout ça, c'est des possibilités. Il y a également le fait de pouvoir créer une fiscalité souple et adaptée. Ça aussi, ça peut être dans le canevas. Donc, à mon avis, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir accompagner les startups. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'État trouve son compte dans cette
dans ce foisonnement, dans cette pépinière-là, parce que tout simplement, nous sommes dans un domaine à forte valeur ajoutée pour l'économie nationale. Nous sommes un pays émergent, nous voulons construire un Sénégal futuriste qui est technologique, mais également avec des villes, des instruments, des outils qui sont dans le domaine de la tech. C'est pourquoi l'État du Sénégal fera tout. Écoutez, nous sommes très conscients qu'en termes de pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui, il n'y a pas meilleur qu'aujourd'hui les startups. Vous savez, quand le président de la République, dans sa vision, mettait en place la stratégie Sénégal 2025, au début, on tablait sur les 35 000 emplois directs. Aujourd'hui, on révise notre copie pour penser à plus de 150 000 emplois directs, ne serait-ce que par cette stratégie-là. Moi, j'ai l'impression que les jeunes ont trop entendu des visions, des stratégies. Moi, c'est son problème en fait. C'est par exemple la question que je voulais poser tout à l'heure. Vous donnez de l'argent à des jeunes, après 2-3 mois d'existence, on ne croit pas l'avoir. Il ne faut pas changer de concept. Parce qu'un jeune, on donne de l'argent et qu'il ne fait rien. Qu'est-ce qui va suivre après? Le réel problème, c'est pas ça. Oui, et pour aller dans le même sens, hein, effectivement, à la base, notre stratégie, c'était vraiment d'accompagner. Parce que le premier besoin que les startups exprimaient, c'était le financement. Donc, effectivement, on a suivi cette tendance-là. Mais au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que c'est pas ça, effectivement, le vrai besoin. Et ça passe par, justement, le changement d'une stratégie où vous continuez à financer, mais vous mettez en place un programme d'accompagnement pour voir, justement, quel est l'usage qui est fait de ces fonds que vous mettez à disposition et en quoi ça aide la start-up à grandir et à développer son activité. Et ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on a commencé à mettre en place depuis l'année dernière qui commence à donner ses fruits. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de l'État d'accompagner ce nouveau domaine du numérique. Il y a des pays sur lesquels, je pense, on peut benchmarker. Il y a des pays en Afrique, comme le Rwanda, surtout les pays anglophones, qui ont le Nigeria, qui est une start-up nation aujourd'hui. On peut benchmarker sur le Nigeria pour savoir comment ça se passe. Je pense que Mapenda peut nous en dire un peu plus. Il va souvent dans ces contrées-là. Je pense que lui-même également est un business angel. Au Sénégal, on peut se poser la question de savoir où sont les business angels, où sont les particuliers comme vous et moi qui allons investir dans les start-up pour les accompagner. D'accord, ça c'est une... Oui. Je pense que le Sénégal est quand même pas mal loti, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'on peut créer une SARL plutôt, avec 100 000 francs. Oui. Donc je pense que l'État a quand même... Et en 48 heures. Au niveau de... Sauf qu'on te demande de passer par un notaire et ce notaire ne respecte pas en fait les tarifs que l'État a fixés aussi. Non, je pense, on laisse continuer. Ça, c'est une information importante. Non, je dis, si vous allez au niveau de l'APIX, vous n'avez même pas besoin d'être en contact avec le notaire. Non, pour une SARL, obligatoirement, tu dois... Non, ça c'est... Je dis, au niveau de l'APIX, c'est eux qui font ce travail-là. Forcément, ils vous reviennent avec tous ces documents-là. Il y a toujours cette possibilité d'aller au niveau de l'APIX, de voir des gens qui vous disent, OK, c'est bon, vous voulez aller directement voir le notaire. Voilà une liste des notaires. Eux-mêmes, parfois, ils prennent sur eux de pouvoir le faire. C'est une nouveauté. Peut-être que c'est la semaine passée. Moi, j'ai vu des entreprises. Les gens, j'ai vu récemment des gens qui ont créé des entreprises et qui n'ont pas été en contact avec même le notaire. Et ça a été réglé. Donc, ils payent que les 150. Ils payent, par contre, ils payent là-bas. Oui, vous payez, bien sûr. Vous payez. C'est une information à redire, hein, parce que les gens, souvent, ne sont pas au courant de ces choses. Moi, je ne vous le cache pas, il y a de cela 2 semaines, je suis parti à l'APIX pour créer une SARL, oui. D'accord. On m'a signifié que je dois obligatoirement passer par un notaire. Je suis parti, j'ai déposé 1 million plus 350 000 pour le notaire. D'accord. Et la fiche qu'on m'a donnée, il était stipulé que c'était 70 000. Ok, ça c'est un autre problème. Donc, cette loi que vous avez changée, moi, je crois qu'en fait, il faudrait qu'il y ait des aménagements ou bien qu'on reprécise la loi parce que nous ne pouvons pas évoluer pour le moment, hein, parce que la blockchain arrive sans les notaires. Ah ouais? Ça, c'est sûr. D'accord. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, je félicite tout le monde, hein, mais concernant nos champions, les business angels,
je n'en vois pas trop au Sénégal, excusez-moi. Est-ce qu'ils n'ont pas peur aussi? Est-ce qu'il y a de la matière? Peut-être qu'il y en a, mais ceux qu'on cite comme des champions au Sénégal, ils ne sont pas pour la redistribution des gains, mais ils sont plus pour consolider les acquis et placer, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et placer des membres de leur famille, et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je ne fustige pas, mais je dis, ce n'est pas comme le Nigeria, où tu vas voir un Tony Elumelu qui a déjà fait ses preuves dans son domaine, qui crée une fondation et qui finance des jeunes, et des jeunes que vous connaissez aujourd'hui, ici au Sénégal, qui peuvent financer d'autres jeunes à nous. Nous, on a besoin de cela. L'État ne peut pas tout faire. La Sonatel n'a pas vocation à financer. Encore une fois, les banques, on le sait, ne font pas confiance aux startups. Mais un business angel, lui, il peut avoir le flair. Peut-être qu'aujourd'hui, moi, je prie pour que des gens, pour qu'on ait beaucoup de Mapenda. Pourquoi? Moi, je suis fan de lui. Hein. Écoutez, en fait. C'est une réussite. Oui, moi, je suis fan de lui. Et c'est quelqu'un... Non, c'est quelqu'un qu'on peut... les gars, en toute humilité, c'est quelqu'un qu'on peut prendre comme un mentor pour nous. C'est quelqu'un qui peut nous tirer vers le haut. D'accord? Mais il faudrait quand même qu'il participe un peu à Alors, merci Omar. Alors, moi, je pense que aussi, encore une fois, moi, je garde à l'esprit qu'on parle d'entreprise. Donc, le problème du financement, moi, j'ai créé ma boîte avec 0 financement. Jusqu'à présent où je vous parle, je n'ai jamais eu un concours bancaire. Donc, je pense que le problème, il n'est pas... J'entends souvent parler de financement, il faut investir dans les projets et tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, moi, dans mon cas aujourd'hui, où j'investis dans des projets de jeunes, dans des startups, l'élément, le facteur premier pour moi, c'est la qualité du projet et le porteur du projet. Donc ce n'est pas la question du financement qui est centrale. Dès lors, dès qu'on ne perd pas à l'esprit cette idée-là, on peut avancer beaucoup plus vite dans l'accompagnement du porteur de projet, et également avoir une vision à long terme. Les business angels, oui, je pense qu'au Sénégal, on devrait avoir beaucoup plus de gens qui s'intéressent à des entreprises, à des jeunes porteurs de projets. C'est vrai que beaucoup de gens, moi j'ai plein de grands frères, mais qui préfèrent, qui ont réussi leur vie, mais qui vont construire des immeubles et des maisons. Parce que c'est beaucoup plus, la valeur, c'est beaucoup plus sécurisant et que c'est beaucoup plus, pas rentable. Je ne pense pas à court terme. Ça peut être rentable parce que la bulle de l'immobilier, ça aussi c'est une autre question. Mais je pense qu'investir dans une entreprise, c'est la création de richesse, création d'emplois. Et que ça, cette attitude-là, je pense que nos champions qui ont réussi devraient l'avoir pour pouvoir pousser les jeunes pousses à pouvoir aller et atteindre leurs objectifs. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de financement. Moi, j'entends souvent, moi je suis le premier à dire que je suis contre cette histoire on va donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils montent leur entreprise. La question n'est pas là. La question, c'est d'investir. Moi, l'investissement et le financement, pour moi, c'est différent. On investit à la fois de son temps. Un business angel, il investit de son temps, de son expérience et de son argent. Et parce qu'il s'est dit que le projet va être rentable et sur quoi il pourra toucher des dividendes de ce projet-là. Donc, c'est totalement différent. On n'est pas là pour faire du one-shot. Je vous donne un montant tel pour développer mon entreprise. Non, moi, je m'investis dans votre projet avec vous. Quand ça coule, je coule avec vous. Donc, l'approche du business angel, c'est exactement ça. Donc, moi, je pense que c'est de ça dont on parle et que c'est ça, avoir cette approche-là est beaucoup plus intéressant, à la fois pour les porteurs de projets, mais également pour des structures de financement aussi. Il y a quelques questions posées par des internautes et des contributions également. Elhaj Ousmane Ndiaye qui dit: cette question fiscale constitue le plus grand frein des startups. N'est-il pas arrivé le moment de permettre à une startup qui vient de naître
une période de 1 à 3 ans. Bon, je pense qu'on a déjà donné une réponse à ça. Il y a Doudou Ndiaye qui a dit qu'il y a des notaires au sein de APIX pour les SARL avec un petit capital de 100 000. Doudou Ndiaye a posé une autre question également que je vais noter ici. Une question pour Solange de Sonatel. Il a parlé de Orange Aïcha, qui est une plateforme qui permet, vous allez l'expliquer, mais qu'il a comparé à une autre plateforme qui s'appelle Wikari, qui permet aux Sénégalais d'acheter des produits sur des plateformes comme Amazon, comme Fnac, etc. et se faire livrer au Sénégal. Et on sait que Wikari a été incubé au sein de Sonatel. Est-ce qu'il y a un risque déjà pour les startups de se faire incuber par de grands groupes? Est-ce qu'il y a un risque de se faire shipper leur idée? Ou bien Orange Aïcha n'a rien à voir avec Wikari, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que nous, en tant que start-up, on en a tellement parlé que ça a créé quand même un gros débat. Oui. Alors, Orange Aïcha est une offre différente de Wikari. Orange Aïcha, aujourd'hui, est une plateforme B2B où nous vendons nos produits Sonatel. Vous pouvez vous-même aller consulter cette plateforme-là. Ce sont les propres produits du catalogue Sonatel qui sont vendus sur cette plateforme-là. Et comme je l'ai dit, c'est du B2B. On n'a aucun intérêt aujourd'hui à accompagner une start-up comme Wikari, qui a été incubée ici pendant 6 mois, qui a fait une levée de fonds justement de 200 millions au niveau de Teranga Capital, qu'on accompagne jusqu'à présent dans le développement de son activité et de la concurrencer. Après, à un moment, c'est une question de bon sens. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. J'ai suivi également les échanges. Aujourd'hui, les startups disent qu'on fait de la concurrence, mais ce n'est absolument pas ça. Et là, ça m'amène à un point important. Il faut que les startups s'informent. Il ne faut pas juste voir une information comme ça sur le net et dire ça y est, Orange concurrence Wikari. Non. Allez sur cette plateforme, regardez ce que fait vraiment cette plateforme et vous allez voir que c'est quelque chose de totalement différent de Wikari. Donc j'invite les internautes à faire ça. Sur la même question, je vais rebondir pour rétablir un peu les choses. Wikari, c'est l'un de nos champions. Ils ont été incubés ici en 2016. Orange Aïcha existe depuis 2014. C'est juste pour rétablir. C'est bon pour la précision. C'est juste pour rétablir la vérité. Vous comprenez? Moi, j'ai été formateur Orange pendant presque 10 ans, donc avec PCCI. Donc, je connaissais toutes ces offres-là. Donc, il faut bien s'informer alors. Merci beaucoup. Alors, ce serait bien de revenir sur la fiscalité en fait. Oui, sur la fiscalité, je pense que ça va être, peut être un débat qu'on peut avoir durant toute une journée. C'est vrai, mais il faut savoir que nous avons un État. Et dans un État, il y a différents régimes. Autant vous avez une société X, il y a un régime fiscal qui l'accompagne, qui est adapté à ce sujet. Nous avons les SURL, nous avons les SARL, nous avons les SA, nous avons les GIE, nous avons toute forme d'entreprise. Mais ce sont des entreprises qui ont des personnalités juridiques qui font qu'il y a un régime fiscal qui les accompagne. Ça, c'est déjà établi. On a le Code général des impôts qui définit dans ses différentes dispositions telle fiscalité pour telle entreprise, etc. Maintenant, je dis tout à l'heure que pour ce cas particulier des startups, il y a un foisonnement aujourd'hui. Il y a un enjeu qui dépasse même la startup en tant que telle, parce qu'elle contribue aujourd'hui à booster le PIB, à booster notre croissance. Et comme nous sommes dans un domaine, effectivement, où les Sénégalais doivent être au rendez-vous, dans ce nouveau monde qui s'est créé, il faudrait que nous essayions d'avoir des champions, d'accompagner ces champions. Mapenda, qui est un success story, doit être donné en exemple. Et comme je lui fais le même reproche que Diallo, on doit l'exposer davantage. Il ne parle pas, il se cache. Voilà, moi j'ai été très séduit quand il vous explique qu'il a fait 6 ans avant d'avoir au moins lui un salaire à part de son entreprise. Et les jeunes d'aujourd'hui, les startups, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle souvent la patience et l'endurance entrepreneuriale. C'est très important. Quand vous faites dans l'entreprise, quand vous entreprenez, il faut avoir cette endurance-là. C'est important. Encore une fois, je dis, il y a des choses sur lesquelles l'État du Sénégal travaille. Ça va être parfois lent. Il faut que les jeunes comprennent que nous avons un État qui est là depuis 1960, qui est sur des rouages et des arcanes traditionnels, alors que vous allez plus vite que l'État. On est dans un système numérique qui va très vite, très vite. Et par contre, je terminerai par là,
c'est là où peut-être je leur fais un certain nombre de reproches. Moi, quand je regarde souvent les différentes startups que nous avons, il y a un domaine dans lequel nous ne sommes pas trop engagés. C'est l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on me dira que c'est trop technique, mais il faut... Oui, c'est plus que d'actualité. Elle est d'actualité. Je dis, elle est plus d'actualité, elle est d'acuité. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les startups qui sont dans le e-commerce, qui sont dans d'autres secteurs. C'est vrai, la medtech, elle commence à se développer, la green tech, etc. Mais il faudrait que dans ce domaine-là également, que l'on sache que véritablement, la robotique, c'est vrai, vous me disiez même la nanotechnologie, c'est des domaines qui nous dépassent un peu. L'État du Sénégal a acquis peut-être un supercalculateur qui sera reçu normalement ce mois ou au mois de juillet ou plus tard avec l'enseignement supérieur, qui sera installé à Diamniadio. Mais il faudrait qu'on ait d'abord des gens qui s'intéressent à cela. Parce que c'est l'avenir véritablement, c'est à ce niveau-là. Mais déjà, l'État peut entamer un débat là-dessus, ça serait intéressant. Oui, on en a au niveau de ça. Oui. On a des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. On a même des jeunes qui ont été incubés ici. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Ousmane Sarr avec sa start-up qui permet, par exemple, aujourd'hui à la Sonatel, il peut vous installer un dispositif. Si vous avez oublié de payer, c'est de la domotique en fait. Si vous avez oublié d'éteindre vos clims ou bien si la température est assez élevée, à partir de votre maison avec votre téléphone, vous pouvez couper, vous pouvez régler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je crois qu'en fait, c'est des aspects de l'intelligence artificielle. À part ça également, on a des jeunes qui ont créé des imprimantes 3D. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que tout le monde ne participe pas au concours. Et souvent, nous, on pense que seuls ceux qui sont visibles sont là. Il y en a qui sont là, qui se font de l'argent, d'accord, et qui ont des techniques qui méritent d'être vulgarisés, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce plateau-là. Et nous, au sein de Sen Startup, voilà ce que nous faisons. Nous permettons à ces jeunes-là, qui sont à Thiès, par exemple, avec M. Djangale, oui, ils font un travail exceptionnel. Il est à Thiès en train de oui, ils sont accompagnés par Sonatel. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on essaie, il l'a dit tout à l'heure, quand tu es une start-up, tu es le président directeur général, maintenant c'est CEO en fait qui est à la mode, hein? Tu es CEO, tu es le responsable marketing, tu es le comptable. Il nous faut une petite organisation avec des gens qui vont tirer ces gens-là vers le haut et leur permettre d'être déchargés un peu. Il y a énormément de tâches. Alors, j'ai une question que je vais, poser. On aura peut-être sa réponse avant de terminer. Oui, effectivement. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, moins de 5 minutes, mais j'ai une question que je vais poser à Solange et à Mapenda concernant les startups. Quand on parle de startups, il y a deux mots qui arrivent très souvent: innovation et scalabilité. La scalabilité, c'est surtout quand vous avez une solution qui peut être répliquée facilement dans d'autres pays. Si l'on sait que nos marchés sont trop petits, si vous prenez le marché américain, c'est 300 millions, 20 millions d'habitants. Le Sénégal, c'est 15 millions. Peut-être il faut réfléchir à aller vers des pays anglophones comme le Nigeria, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour une start-up sénégalaise pour être innovante et scalable? Alors, moi, je pense qu'il faut déjà faire ses preuves avant tout. Il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. Il faut déjà, avant de penser à s'ouvrir, il faut déjà faire ses preuves localement. Il faut que son produit marche au niveau local. Ça, c'est indéniable. Et en termes d'innovation, l'innovation et la créativité. On voit beaucoup de projets au Sénégal, beaucoup de porteurs de projets. Mais ces projets existent. Aujourd'hui, si c'est pour faire de la domotique, pour éteindre ses lumières, mais Google, on ne peut pas concurrencer Google. Google est en train de faire un travail immense à ce niveau-là. Donc, est-ce que, d'un point de vue modèle économique, est-ce que c'est vraiment viable de se dire qu'on va faire un focus sur un produit ici au Sénégal, développé localement, qui n'a pas encore de marché, et alors qu'en face,
on a un grand groupe comme Google qui développe ça et qui déploie ça au niveau mondial. Ça, c'est un modèle, c'est encore une fois, c'est des réflexions économiques par rapport à son propre modèle. Je pense que la créativité, c'est autre chose. C'est faire les choses différemment et d'une autre manière et que faire des choses qui n'existent pas. Mais et c'est vrai qu'on manque de créativité un peu quand on regarde un peu les projets de façon globale. Mais on peut aussi s'adapter à son environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de projets dans l'agriculture et tout ça qui répondent aux besoins, à des besoins locaux. Moi, je pense que par rapport à ta question, Moutaga, encore une fois, il y a des étapes à franchir avant de vouloir passer à autre chose. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les startups doivent travailler sur 2 points importants qui sont l'innovation et la créativité. Il ne s'agit pas pour nous de dire... j'ai l'impression des fois que les startups copient des solutions qu'ils voient ailleurs. Lorsque vous êtes membre de jury de start-up, vous allez voir 50% de start-up qui vont être dans le même domaine, qui vont vous proposer la même solution. On ne se pose pas la question de savoir comment on adapte le numérique à nos besoins, à nous en tant qu'Africains, par rapport à notre quotidien. J'ai vu sur le net, il y a quelques semaines, un jeune qui a créé un drone, un Camerounais, je pense. C'est très bien, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de créer des drones ? Sachant que ça se fait en Chine, mais posons-nous la question de savoir quel usage on va faire de ce drone-là. C'est déjà créé à grande échelle, mais comment nous l'adapter à notre réalité, à nos besoins. Et je pense que c'est cette étape-là que les startups doivent franchir. Elles doivent se demander en quoi le numérique va répondre à nos réalités, à nous. Et ça, c'est de la créativité, comme l'a dit Mapenda. Alors, on parlait tout à l'heure d'incubation, avant de vous donner la parole. Il y a Eva Sow-Ebion qui a travaillé aussi au CETIC Dakar, qui participe au débat. Elle dit qu'il est important que les startups aient une connaissance de leurs obligations de conformité. Je pense que c'est un sujet très important. Pourquoi pas intégrer de l'APIX un accompagnement juridique pendant le processus d'enregistrement. Elle a voulu seulement s'intéresser à l'APIX ou s'approcher de l'APIX. Exactement. Après, on va donner la parole à... Non, moi je... Oui, bon, je termine avec Doudou Ndiaye qui dit que le fisc devrait diminuer les exonérations pour les multinationales et favoriser les exos pour les SATO. Oui, la pression fiscale. C'est la fiscalité qui revient souvent. Donc, je pense que c'est tout à fait un problème. Patrick Sané qui participe aussi et qui pose une question. Pourquoi nos startups n'acceptent pas de travailler dans des coworking? S'ils peuvent s'inspirer de Yassi, le Uber algérien, je pense qu'il y a énormément de questions. Oui, l'incubation, je pense que le sujet est important. Et comme je disais tout à l'heure, il est plus d'actualité que d'acuité. Et vous savez, moi, c'est souvent également un reproche que je fais souvent à certaines startups. Il n'y a pas cet esprit collaboratif. La solidarité nécessaire. Parce que souvent, même dans le domaine du coworking, vous pouvez retrouver des jeunes qui sont forts dans tel domaine, d'autres qui sont forts. Alors que pour que le projet soit complet et bien fait, il faut aller vers l'autre, prendre un peu de ce qu'il a, etc. Et cet esprit collaboratif-là qui fait qu'on a souvent des startups très fortes. Je voulais également revenir sur ce que Rokhaya disait tout à l'heure, Diallo. En fait, c'est vrai, souvent également... Nous avons des champions dans certains domaines. Moi, quand Baïsedo et autres, ce sont des domaines qui nous intéressent, qui ont un impact social, un impact réel dans notre économie. Il le faut des trucs. Par exemple, moi, j'ai été très séduit par une start-up, je crois que elle est ivoirienne, Solar Park. Je ne sais pas si vous connaissez. Solar Park qui a créé des sacs. Oui. Des sacs avec... Ils ont même fait une présentation. Vraiment... Qui crée avec de l'énergie solaire, qui permet à des écoliers du monde rural d'aller à l'école et le soir de se retrouver avec une torche chargée avec 3 heures d'autonomie. Ça, c'est fondamental. Moi, quand j'ai vu cette start-up-là, j'ai dit, c'est extraordinaire, c'est de ce dont l'Afrique a besoin. Mais recréer des drones, vraiment, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, on donne la parole d'autre côté. On vous revient sur... Oui, on revient sur vous. Bonjour, je suis Laïssa Mohen, fondatrice de Kinaya Lab. Alors, effectivement, on est partenaire de Sonatel dans le cadre de l'écosystème de start-up et de l'accompagnement.
Alors l'accompagnement, vous l'avez tous souligné, c'est hyper important parce qu'on se rend compte que si une start-up en fait, n'est pas bien accompagnée, ne peut pas en fait, recevoir l'investissement. Et en termes d'accompagnement, il y a différents modèles. Il y a l'incubation, c'est vrai, mais il y a aussi l'accélération quand justement la start-up est déjà en fait à un stade où elle a déjà un MVP. Mais il y a aussi d'autres modèles. Il y a le Startup Studio, en fait, qui peut aussi être un modèle pour un porteur de projet, pour lui permettre justement de bénéficier d'un écosystème où il y a des compétences qu'il n'a pas nécessairement en fait, dans son équipe. Parce que comme vous l'avez souligné, le problème, c'est que même si on arrive à être un couteau suisse, on ne peut pas tout faire. Et la problématique de l'équipe, c'est hyper important à un moment donné de se dire, OK, il faut s'entourer de compétences, aller chercher des mentors qui vont vous conseiller, parce que ça aussi, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui n'aiment pas être coachés, mais on ne peut pas tout savoir. En fait, et il faut parfois s'appuyer sur en fait, l'expérience de ceux qui sont aussi passés par là. Et vous l'avez aussi souligné, un environnement qui accompagne, c'est un environnement aussi, il y a de la bienveillance, il y a aussi du partage d'expériences entre pairs. Vous l'avez dit, il faut pouvoir parler en fait avec d'autres entrepreneurs. Et donc du coup, en fait, une initiative comme la vôtre, justement, c'est intéressant parce que justement, ça va être une tribune en fait pour que les entrepreneurs puissent se parler entre eux. Et donc voilà, donc il y a différentes choses en fait qui peuvent être mises en place pour en fait accompagner. C'est du mentorat, des clubs de mentors, c'est des associations comme la vôtre, c'est des incubateurs, des accélérateurs, etc. etc. Alors, merci beaucoup pour la participation. Il nous reste juste 5 minutes, mais avant de terminer, je crois que Diallo, on va vous donner la parole parce qu'on a parlé d'incubation, de fiscalité, la question de Patrick Sané. Pourquoi nos startups n'acceptent pas de travailler dans le coworking? Je pense que c'est un sérieux problème. Hein. C'est un sérieux problème. Alors, je vais achever dans cette question et surtout le travail d'équipe, les spécialités, les profils différents. Parce qu'on voit un Muntaga qui crée son entreprise et qui est seul, qui est compétent dans le développement web, mais qui ne fait pas de marketing, qui n'est pas comptable. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi que les profils soient complémentaires? Alors, c'est avant de te couper, ça sera une question que tout le monde va essayer de répondre avant de terminer, d'accord? D'accord, j'y vais très vite. C'est super important ce qu'il a dit, le coworking. Aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement la définition de l'écosystème. Quand vous êtes plusieurs, vous êtes dans un environnement et les échanges et le partage va permettre tout simplement à ces personnes-là de mieux faire ce qu'ils faisaient bien. Aujourd'hui, vous allez à Wikari, vous allez trouver là-bas Wikari, vous allez trouver Pan Express, vous allez trouver Yeni. Ils sont dans le même immeuble. D'accord? Jocolabs peut être également un exemple. Il y a en fait des espaces de coworking. Excusez-moi, en fait, je vais en profiter pour lancer tout simplement un appel aux startups qui sont toujours dans l'incubation. Si ces startups-là ont peur de payer le loyer, non, mais on ne peut pas être incubé éternellement. Jamais. C'est la vérité. Oui. Si nous voulons aujourd'hui construire un écosystème digne de son nom, il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas être incubé aujourd'hui à la Sonatel, demain à Gaindé, après-demain à Jocolabs. Non, il faut savoir voler de ses propres ailes. Exact. Qui va vous respecter pour vous donner un marché de milliards ou bien de millions? Jamais. Très bonne question. Oui, Diop, on vous donne la parole avant de donner la parole. Oui, le coworking des startups. Moi, je pense qu'il faut collaborer. Il faut collaborer. La collaboration est de taille et de mise même. Et que je pense que pour l'avancement de l'écosystème. Maintenant, il faut trouver aussi le temps. Je pense que le temps est un cadre bien précis, défini, pour pouvoir mettre en avant cette collaboration. Moi, en tout cas, j'ai été épinglé plusieurs fois, par Omar principalement. Moi, je me mets à disposition maintenant de plus en plus pour... ça, c'est une grande information. Et que je suis très ouvert pour ça. C'est une grande... L'écosystème a besoin de toi, alors. Et que moi, je suis disponible et je vais participer davantage à ce développement. Alors, Chongan, vous êtes là. Oui, on va clôturer, mais... vous avez le micro. Merci.
Merci. Bon, je pense que dans le domaine du coworking, nous l'avons dit, l'esprit collaboratif doit faire prévaloir au niveau de ces jeunes pousses-là. Ça ne sera que bénéfique pour eux. C'est vraiment bénéfique pour eux tous. Et je terminerai peut-être aussi pour lancer une autre idée. Je pense que nous avons intérêt également à avoir une forme de cartographie dynamique des startups sénégalaises. Pas seulement d'ici, Urbi Orbi, qui sont ici et qui sont également dans la diaspora. Et cela nous permettra de pouvoir savoir qui fait quoi dans tel domaine et pourquoi pas de les inciter à venir dans le pays faire ce qu'ils font. Merci. Alors, moi, cet esprit collaboratif, j'avoue que je le vois beaucoup plus chez les startups qui sont dirigées par des femmes. Les femmes ont plus cette propension, on a cette habitude-là de partager et c'est quelque chose qui est naturel chez nous, ce qui fait que lorsque je regarde par exemple les startups dirigées par des femmes qui ont gagné le prix de Sonatel, le Niger Digital Challenge, elles ont créé une chaîne. Vous avez une des startups qui s'appelle Les Gourmets, qui par exemple fait dans l'épicerie en ligne, qui travaille avec Massira, qui elle fait dans les marinades. Donc elles arrivent à créer des liens entre elles. Donc je pense qu'on pourra exactement, il y a les propres clients. Exactement. Donc cette chaîne-là commence à se créer et je pense qu'au fur et à mesure, les startups vont comprendre qu'il est nécessaire d'aller dans ce sens. Alors moi je pense au parc de technologies numériques de Diamniadio qui sera en construction. Parce que si on voit des endroits comme Station F, le plus grand centre d'incubation au monde, parce que bon, c'est vrai qu'au Sénégal, à Dakar, il y a une dizaine d'incubateurs, mais c'est des incubateurs qui ne peuvent pas accueillir des dizaines de startups. Et donc, c'est une invite à l'État, donc déjà de penser à intégrer le maximum de startups pour que ces startups créent des solutions qui vont servir à la communauté. Et voilà quoi, je pense que c'est la fin, hein, Basile, c'est en cours, voilà. Donc, Cétique va déménager, effectivement. Ils seront dans d'autres locaux, etc. Oui, je pense que comme il l'a dit, hein, c'est un projet qui est en cours de créer un grand incubateur étatique. Et vous savez, Station F, c'est privé, c'est Xavier Niel. Oui, effectivement. C'est Xavier Niel. Donc, mais ici, je pense que nous sommes dans un pays où l'État doit être au four et au moulin. Ce n'est pas comme dans les pays européens où l'initiative privée est très forte. Donc forcément, nous sommes dans cela. Le parc technologique de Diamniadio va arriver. Et comme je disais tout à l'heure, le supercalculateur sera ouvert également aux chercheurs, aux startups qui veulent faire de la création dans ce domaine-là. Donc l'État, l'accompagnement de l'État sur le plan financier, sur le plan technologique et tout ça, et effectivement, la Sonatel et nos différents démembrements comme l'ADE pour la couverture performante du réseau, tout cela, je pense qu'on y est. Vas-y, je te laisse là. Oui, je pense que c'est déjà fini. Oui, moi, je pense que par rapport au rôle de l'État, il y a un problème aussi d'information. Par exemple, par rapport à ce centre de Diamniadio, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que on parle de milliards, hein, c'est un gros truc. On parle de trucs, on ne sait pas comment. Est-ce que ça va être des bâtiments, seulement que des bâtiments, mais le contenu, c'est bien de faire des bâtiments, mais si le contenu il n'y est pas, la stratégie du Sénégal, c'est pas une question. Dans la stratégie. Oui, il y a eu de la vision dans ce Je sens. vous informer que Diamniadio, au-delà des bâtiments, sera presque une smart city, une ville intelligente. Ça, c'est l'ambition de l'État du Sénégal. Exactement. Effectivement, l'information, comme vous le demandez, je pense qu'on n'en est pas encore arrivé à ces démarrages-là de certains grands chantiers, mais forcément, l'État du Sénégal informera la population sur ces chantiers-là. C'est énorme. Le seul hic, c'est que tout ça n'est pas regroupé au niveau d'une seule entité. Il y a les différents ministères. Alors, le débat est passionnant, on ne va pas poursuivre parce qu'il voilà, peut-être on aura l'occasion. Je pense que ça se poursuit sur Internet, je pense. Ça continue sur la toile parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Les questions aussi. Alors, Lamine Gueye, qui vient de nous rejoindre, qui dit qu'il est primordial de rappeler aux jeunes futurs startups de ne jamais espérer quelque chose de la part des banques locales, dont le rôle n'est pas du tout de financer les projets des jeunes. Aussi, c'est pas fini, aussi, que fait les politiques pour mettre en place des formes juridiques favorisant les startups. Donc le débat va continuer sur la toile avec le hashtag parce qu'il est temps et on a autre chose à faire. Mais vraiment, je remercie M. Diop Mapenda, Chongan, Diallo et Ndir parce que c'est un débat très, très enrichissant et qui intéresse les jeunes. Et je
pense que c'est à partir de ces genres d'initiatives qu'on peut remuer les choses et avancer. Mais surtout, vous poussez, vous les leaders, à contribuer à aider les jeunes vraiment à aller de l'avant. Alors, Moutaga, je te passe le micro pour terminer. Bon, je pense que c'est juste une ouverture au débat qui va continuer, comme tu l'as dit, Basile, sur Internet, sur les réseaux sociaux globalement. Et nous invitons bien sûr les internautes à donner des contributions et puis de proposer d'autres sujets sur lesquels nous pourrons revenir dans les prochains numéros des lives donc, du Social Hub. Je pense que nous allons terminer par ces mots en remerciant nos invités, Mapende Diop de Expat Dakar, M. Thiongan de la présidence qui s'occupe du pôle digital, Omar Diallo de Sen Startup et de Rokhaya Sorandir qui s'occupe des écosystèmes numériques au sein de Sonatel. Grand merci à Sonatel qui nous a accueillis également pour faire ce live. On se donne rendez-vous donc sur les pages de Sonatel et de Digital 24. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois, ce sera certainement dans un mois pour un prochain numéro des lives du Social Hub. Merci à tous, merci à toutes.